Il est 20 h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. Investi pour son quinquennat, d'énormes défis attendent le tout nouveau locataire de Kosiam. Ses priorités sont en haute l'éducation, la santé, mais certaines personnes privilégient la réconciliation nationale comme chantier majeur. Le détail dans ce journal. Aujourd'hui, nous revivons de faits marquants, à savoir le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 qui a mis fin au pouvoir de Maurice Yamyoro, premier président de la Haute-Volta. Et cette date en rappelle une autre, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. En comparatif des deux faits dans ce journal. Et pour un nouveau souffle démocratique au Burkina, la Commission de réconciliation nationale et des réformes propose quelques voies. Bienvenue aux 20 h de Burkina Info. Après son investiture, le président Roch-Marc Christian Kaboré a signifié faire de l'éducation, de la santé des points importants de son quinquennat. Pour certaines personnes comme Maître Titenga Passiré, enseignant de l'actuel président du Faso, la mission essentielle devrait être la réconciliation nationale. Hassan Aklo. Premier président élu après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance populaire de septembre 2015, beaucoup de chantiers attendent Roch-Marc Christian Kaboré. Afin de mener à bien sa mission et relever les défis qui l'attendent, le nouveau président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, promet de s'attaquer aux premières heures de son pouvoir au secteur prioritaire. Ce que nous devons faire déjà dans un premier temps, c'est de travailler à ce qu'il y ait la bonne gouvernance économique, sociale. Par la suite, vous avez tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne l'eau potable, l'agriculture. Donc, il faut faire en sorte de relancer l'économie pour créer les emplois nécessaires pour les jeunes, pour les femmes, etc. Et cela est très important de travailler à ce que nous puissions faire cela. Le défi diplomatique sera également au cœur des premiers chantiers du président du Faso. Nous allons toujours travailler avec les uns et les autres sur la base du respect mutuel, de la non-ingérence dans les affaires des pays. Et je pense que c'est le guide concret que nous prenons tout le temps. Nous estimons que nous avons des rapports privilégiés avec tous les pays qui nous entourent, y compris la Côte d'Ivoire, où nous avons plus de 4 millions de Burkinabés qui y vivent. Mais nous souhaitons que les relations soient empreintes vraiment, je dirais, de sincérité et de confiance. Je crois que ça c'est très important pour nous, avec tous nos voisins, parce que c'est cela qui permet de renforcer la coopération. S'il n'y a pas de confiance, ça devient difficile. Mais Maître Passiré Titenga, l'un des enseignants de Roch-Marc Christian Kaboré, pense qu'il sera plus sage que son élève, aujourd'hui président du Faso, attaque en premier lieu la réconciliation nationale. Le premier chantier, ça vous surprendra. Pour moi, le premier chantier, c'est la conjoncture. Kaboré Roch arrive dans un moment de contexte compliqué. Et on sort d'une insurrection. Et en dehors de cela, il y a eu des révoltes, à tel point qu'on pense que c'est la rue qui doit dicter la gouvernance. Les revendications sont nombreuses, ce qui fait que le premier chantier que le chef de l'État aura à faire, à mener, à construire, c'est la conscientisation de tout le peuple, de garder le calme. La conscientisation pour qu'il y ait une unité absolue de la population. Avec l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina, le pays retrouve l'ordre constitutionnel et renoue avec l'espoir même si les chantiers sont vastes pour le nouveau président et les défis sont énormes. 50 ans auparavant, à cette date, Maurice Yamyoro cédait son fauteuil sous la pression des syndicats. Retour sur le système politique installé après la prise de pouvoir de Maurice Yamyoro et les manifestations qui y ont mis fin avec Viviane Bama. Le soulèvement populaire, bien que s'étant produit le 3 janvier 1966, a eu des antécédents. L'histoire voudrait que tout commence en 1965, où à l'issue des différentes élections présidentielles, législatives et municipales, Maurice Yamyoro et son parti sortent vainqueurs. Les autres partis sont tenus de vivre dans la clandestinité, sous peine de se voir mutés à un poste loin du pays. La Haute-Volta, à l'époque, vit sous le règne du parti unique. Le 25 décembre 1965, au dernier Conseil des ministres, le budget de l'État de l'année 1966 est examiné. Le ministre des Finances, Raphaël Médard, annonce des lendemains catastrophiques. Le 28 décembre, le président Maurice Yamyoro
publie son budget d'austérité avec une réduction des salaires de 20%, l'impôt cédulaire devait passer de 10% à 20% et l'allocution familiale de 1 500 francs CFA à 700 francs CFA. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À la fin de l'année 1965, l'Union syndicale des travailleurs de la Haute-Volta, USTV, tient son congrès à la Bourse du Travail. Cette rencontre prend fin le 31 décembre avec comme décision concertée de tous les syndicats l'appel à une grève générale le 3 janvier 1966. Cette manifestation, interdite par le ministre de l'Intérieur Denis Yamego, finit par être dispersée par les forces de police. Le 1er janvier 1966, le chef de l'État se décide enfin à agir en proclamant l'état d'urgence, les grèves déclarées inégales. Dans le but de discréditer l'action intersyndicale, Joseph Ouédraogo est accusé d'espionnage au profit des communistes. Les fonctionnaires sont menacés de licenciement collectif en cas de participation au mouvement. Le 3 janvier au matin débute la manifestation. Il semblerait que ce soit l'épouse de Joseph Kizerbo, Jacqueline Zerbo, qui l'ait ouverte avec ses collégiennes du cours normal, arborant des pancartes réclamant du pain, de l'eau et de la démocratie. Elles sont suivies par les élèves du lycée Philippe Zenda Kabouré. Rapidement, tous ces jeunes sont rejoints par des milliers de Ouagalais, dont de nombreux fonctionnaires qui appellent au retrait de l'abattement de 20% des salaires. La manifestation n'est pas violente, les forces de l'ordre auraient même pris fait et cause pour les manifestants. Acculé, Maurice Yamego fait savoir en fin d'après-midi aux manifestants, par le biais de son chef d'état-major, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, qu'il retire l'abattement de 20% et maintient le taux des allocutions. La situation dépasse les simples syndicalistes comme Joseph Ouédraogo. La foule menée par l'historien Joseph Kizerbo appelle désormais à la démission du président de la République, retranché dans le camp Guillaume Ouédraogo. Afin de débloquer la situation, les meneurs appellent l'armée au pouvoir à travers la phrase historique « l'armée au pouvoir ». Après plusieurs heures de négociations, à 16h, Maurice Yamego annonce par radio sa décision de remettre le pouvoir au lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. Revenons aux deux hommes politiques du Burkina au même destin mais à la cause différente. Pendant que Maurice Yamego a été chassé pour ses mesures d'austérité, Blaise Compaoré l'a été pour sa ferme volonté de modification de la Constitution avec la révision de l'article 37 au fin de pérenniser son pouvoir. Retour sur deux dates historiques du Burkina avec Viviane Bama. Le soulèvement populaire et l'insurrection populaire auraient plus d'un point commun. En 1966, le président Maurice Yamego publie son budget d'austérité avec une réduction des salaires de 20%, un impôt séculaire devant passer de 10 à 20% et l'allocution familiale de 1 500 à 700 francs CFA. En 2014, Blaise Compaoré affiche sa volonté de réviser l'article 37 de la Constitution. Dans tous les deux cas, les populations dans leur majorité rejettent les mesures prises. En 1966, Maurice Yamego avait en face les syndicats de travailleurs. Blaise Compaoré, lui, avait en face de lui une opposition et une société civile. Le 31 décembre 1965, les syndicats décident de la date du 3 janvier 1966 pour une grève générale. Le 28 octobre 2014, l'opposition décide de la date du 30 octobre, date du vote de la loi pour la modification de la Constitution, pour une grande manifestation. Le 3 janvier 1966, les femmes avec Jacqueline Kizerbo sont au devant de la lutte. Le 27 octobre, les femmes du Burkina organisent une marche de protestation. Le 3 janvier 1966, les travailleurs convergent vers l'Assemblée nationale. Le 30 octobre, les manifestants convergent vers l'Assemblée nationale également. Le 3 janvier 1966, face à l'ampleur de la situation, Maurice Yamego fait savoir en fin d'après-midi aux manifestants qu'il retire l'abattement de 20% et maintient le taux des allocutions. Le 30 octobre 2014 à 10h, Blaise Compaoré retire la loi portant modification de la Constitution. Dans tous les deux cas, cela ne réussit pas à contenir la foule qui réclame le départ du président, tant en 1966 qu'en 2014. Le 3 janvier à 16h, Maurice Yamego remet le pouvoir. Le 31 octobre, Blaise Compaoré remet aussi le pouvoir.
Dans tous les deux cas, le pouvoir retombe dans les mains des militaires. Le lieutenant-colonel Aboubakar Sangouli Lamizana et le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. En 1966, la date décisive est le 3 janvier et en 2014, elle fut le 30 octobre, comme si on avait juste renversé les chiffres 0 et 3. La différence fondamentale dans le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 et l'insurrection populaire du 30 octobre 2014 viendrait du fait que les manifestations des 30 et 31 octobre ont connu une violence plus forte qu'en 1966. Elle a eu pour cible des centaines de symboles du pouvoir et des institutions de la 4e République. Et si en 2014, l'armée a tiré sur les manifestants, cela ne fut pas le cas en 1966. Installée après les événements des 30 et 31 octobre dernier, la Commission de réconciliation nationale et des réformes, dans son rapport remis en septembre dernier, propose des solutions comme sortie de crise, dénommée les voies du renouveau. Une vue avec Samba Kassile Traoré. La Commission de réconciliation nationale et des réformes a déposé son rapport depuis septembre 2015. Subdivisé en deux grandes parties, ce rapport fait ressortir non seulement l'état actuel de la nation, mais aussi une feuille de route appelée les voies du renouveau pour remettre le pays sur les rails. En ce qui concerne l'état actuel de la nation, ce rapport fait ressortir d'une part des crises multiformes qui affectent le pays, notamment dans le domaine du système judiciaire, de la gouvernance politique, socio-culturelle et économique, et une crise au niveau du commandement militaire, et d'autre part, l'établissement du lourd passif de crimes divers, ainsi que des espérances de réconciliation inabouties. Aussi, dans les domaines constitutionnels, politiques et institutionnels, ce rapport stipule que depuis le retour à l'état de droit en juin 1991, le Burkina Faso a enregistré des progrès appréciables dans la démocratisation de son système politique, mais que les résultats en matière de consolidation démocratique restent mitigés, comme en témoigne l'avènement de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le domaine de la gouvernance des finances publiques, du contrôle de l'État et du civisme, de même que le domaine des médias et de l'information ne sont pas restés en marge dans le constat de l'état actuel de la nation dans le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Pour ce qui est du domaine de la gouvernance et des finances publiques, ce rapport constate une incohérence du train de vie de l'État avec le niveau réel de ses ressources. Et dans le domaine des médias et de l'information, ce rapport dévoile les questions liées au professionnalisme et à la formation des journalistes, la situation économique des entreprises de presse et aussi les enjeux de la conservation des archives. Suite à ces constats faits sur l'état actuel de la nation, des recommandations sont faites pour remettre le pays sur les rails, notamment à travers une justice indépendante, un rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions étatiques, une rénovation de la gouvernance universitaire, et une modification du statut juridique des médias de service public en s'inspirant des meilleures références. Le monde de l'enseignement au Burkina a traversé de nombreuses crises marquées par les revendications des étudiants que par celles des enseignants. Pour y apporter des solutions, le ministère des enseignements secondaires et supérieurs s'est lancé dans plusieurs activités. Le bilan des réalisations avec Doumadi Guel Rodrigue. Après une année passée à la tête du ministère des enseignements secondaires et supérieurs sous la transition, le ministre Filiga Michel Sawadoro dresse un bilan. Au niveau de l'enseignement secondaire, le ministre note des avancées sur certains points, tels que le cahier des charges des établissements d'enseignement secondaire et l'incivisme dans le milieu scolaire. On a travaillé sur le cahier des charges des établissements d'enseignement secondaire de manière à le rendre réaliste. Il est inutile d'exiger des hectares et des hectares pour accorder l'autorisation d'ouverture. Si les espaces sont bien exploités avec des bâtiments R+2, 3, un espace moins grand peut suffire. On a travaillé aussi sur la paix dans les milieux scolaires, parce qu'il y a beaucoup de violence qu'il faut maîtriser. Donc on a participé aussi à gérer le continuum. Des pistes de solutions ont été dégagées selon Filiga Sawadoro pour faire face à l'insuffisance des enseignants dans les matières scientifiques. Au regard des difficultés constatées pour avoir des profs de mathématiques, on a voulu que les baccalauréats qui permettent d'avoir des professeurs de mathématiques, que ceux qui ont ce baccalauréat-là, à savoir le bac C et le bac E, puissent avoir automatiquement la bourse. Donc, ils sont prioritaires. Dans l'enseignement supérieur,
Des réflexions ont été menées avec les responsables d'universités publiques pour venir à bout du retard des années académiques. Et nous avons pris des résolutions pour que les présidents d'université, avec les directeurs d'UFR, travaillent avec l'appui des enseignants, la bonne volonté des enseignants et des étudiants à résorber ce retard. La question du système LMD et le problème des salles de cours ont aussi été ses préoccupations, avance-t-il. On a prévu aussi, pour que le système LMD s'applique facilement, qu'il y ait des attestations intermédiaires de niveau, de manière à permettre aux gens de postuler pour différents concours, différents tests, notamment pour la 2e année et pour la 4e année, c'est le Master 1 et donc le L2 qui correspond à l'ancien DEUG. L'enseignement supérieur qui justement a permis de faire beaucoup d'amphithéâtres, de salles, de laboratoires. Et actuellement, beaucoup de constructions sont en voie d'achèvement. Un bilan qui se veut satisfaisant selon le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. Mais pour les syndicats d'étudiants, c'est plutôt le contraire, car les universités souffrent toujours d'une insuffisance d'enseignants et d'infrastructures. De ces crises de 2015, Yves Ramdé, président de l'ANEB, retient des acquis substantiels. Malgré ce bilan, il a tenu à indiquer que 4 points sur 5 sur la crise du CENU ont été satisfaits et que la question de la démission de Serge Bayala, directeur général du CENU, est toujours en discussion. Doumadi Guel Rodrigue. Grève, sitting, marche ont été les actions posées au cours de l'année 2015 par les étudiants du Burkina pour revendiquer une meilleure condition de vie et d'études. Malgré ces multiples manifestations, aucun acquis substantiel n'est à enregistrer selon le président de l'ANEB. Il affirme avoir obtenu uniquement des promesses de la part des autorités de la transition. Nos autorités, surtout celles de la transition, ont fait une sourde oreille par rapport aux difficultés, aux préoccupations soulevées par les étudiants. Pas d'acquis substantiel, juste des promesses. Les préoccupations que les étudiants ont maintes fois relevées n'ont pas trouvé de satisfaction. Et nous en voulons pour preuve la question des infrastructures. Il n'y a pas eu d'engagement concret des autorités pour la construction d'infrastructures. Par rapport au manque criard d'enseignants, il n'y a eu que des promesses, sinon nous rappeler les engagements qu'ils ont pris les années antérieures. Au niveau social, on l'a constaté, les conditions sociales des étudiants restent toujours précaires. Au cours du mois d'octobre, une grave crise a opposé les étudiants à la direction du CENU. Les étudiants, pour revendiquer leurs droits sociaux, se sont organisés et ont posé une plateforme revendicative composée de 5 points. À en croire Yves Ramdé, des acquis ont été enregistrés à ce niveau. Il faut dire que par rapport à tous ces points, nous avons retenu avec l'ensemble des étudiants qu'il y a eu des réponses apportées sur les 4 premiers points. Et il faut noter que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a la question du retrait de la plainte déposée par le directeur général du CENU contre des étudiants qui se fait attendre. Et nos autorités nous font tourner et disent qu'elles ont en tout cas introduit une demande pour le retrait de la plainte, mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a rien d'effectif. La question de la démission du directeur général du CENU reste toujours en suspens et nous allons poursuivre des actions, des démarches entrant dans ce sens-là pour que ce 5e point-là puisse trouver satisfaction. Les étudiants ne comptent pas pour cette nouvelle année baisser la garde. Ils disent s'organiser dans leur lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. 2 événements culturels pour une seule passion, le slam. Après le concours Je Slam pour ma patrie face au Slam School, le tout nouvel événement culturel fait son entrée dans le monde scolaire. En attendant le 30 janvier, date de la première phase éliminatoire, une formation a été initiée en écriture, diction et présence scénique. Notons que 12 établissements ont été retenus selon le promoteur Abdoulaye Bamba. Ibrahim Sango. Bientôt, un concours de slam dénommé Faso Slam School qui mettra en compétition des établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. En prélude à ce concours, le comité d'organisation de Faso Slam School a tenu un atelier de formation ce samedi 2 janvier 2016 au profit des candidats de la dite compétition.
Un atelier qui vise à donner les rudiments nécessaires aux participants selon le formateur. Donc nous sommes venus juste apprendre, ça s'appelle comment, on va dire les b.a.-ba dans le domaine. C'est-à-dire le travail d'écriture, la diction, la présence scénique, essayer de leur apprendre à vaincre leur peur, en fait, la timidité, à mieux dire ce qu'ils déclament lors de leur déclamation. Parce qu'il y a beaucoup de défauts qu'on remarque lorsque certains slameurs, certains apprentis slameurs montent sur la scène. Ils ont des défauts dans la diction, ils ne prononcent pas clairement les mots, ils ne sont pas assez audibles et ils ne réussissent pas à bien occuper la scène. C'est surtout tout ça. Et aussi l'écriture. Essayer de perfectionner ce qu'ils écrivent. Pour les participants, cet atelier leur a permis d'améliorer leur niveau en slam. La formation, elle est très enrichissante, oui. On a des moniteurs très professionnels et il y a l'ambiance qui est là. On apprend beaucoup d'eux. On était là, on pensait qu'on allait apprendre d'eux. Au fur et à mesure qu'on avance, on apprend d'eux et ils apprennent de nous. J'ai fait une autocritique sur mon niveau. J'ai vu que vraiment il y a une évolution. On n'est jamais prêt pour une compétition, on part avec l'essentiel. Selon le promoteur de Faso Slam School, Abdoulaye Bamba, le concours se déroulera en 7 manches et s'étalera sur 4 mois. Donc 12 établissements retenus pour compétir pour cette première édition de Faso Slam School 2016. On démarre la première manche éliminatoire, le 30 janvier la seconde, et au fur et à mesure jusqu'au 16 avril qui est donc la grande finale. Donc, on aura au total 7 manches, donc 4 manches éliminatoires, 2 demi-finales et une grande finale qui se tiendra le 16 avril 2016 ici même à la... En prélude à la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016, le directeur général de la SNC a l'honneur de porter à la connaissance des artistes et de la population du Burkina que les Semaines régionales de la culture pour la sélection des représentants des régions aux compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres se dérouleront dans la période du 4 au 15 janvier 2016. Et la 10e édition du camp basket a pris fin aujourd'hui avec 13 basketteurs sélectionnés sur un total de 144. Pour Sylvain Zengue, promoteur du camp, la lutte a été longue avec différentes péripéties, mais le mérite est aujourd'hui immense. Hassan Akro. C'est fini pour la 10e édition du camp basket MBC. 144 basketteurs y ont pris part pour la sélection de 13 basketteurs pour le tournoi international Terry Hot en France. Débuté depuis le 23 décembre, cette compétition a permis de retenir 4 joueurs de basket à Bobo et 7 à Ouagadougou. Une 10e édition qui n'a pas été du tout facile pour son promoteur. En tout cas, 10 ans, on a pensé à faire un petit bilan de ce qu'on a fait parce que... comme vous l'avez dit, ce n'était pas facile au début. Je pense même que la première édition ou la deuxième édition, à un moment donné, on avait failli abandonner parce qu'il y avait des difficultés énormes. Mais bon, finalement, quand on insiste, on arrive à surmonter les difficultés. Et c'est en surmontant ces difficultés que Sylvain Zengue a pu former environ 800 basketteurs, dont 200 qui évoluent en championnat national et 5 à l'équipe nationale, mais aussi dans certains clubs à l'international. Aujourd'hui, comme je le disais, nous avons pu en tout cas donner la possibilité aux enfants, à plus de 800 enfants, de pratiquer la discipline, le basketball. Mais au moins, on a plus de 200 qui ont intégré le championnat national, qui jouent régulièrement. En tout cas, grâce au camp, il y a 5 qui ont intégré l'équipe nationale, puisqu'ils ont forgé leurs armes ici. Et puis, on a 2 qui sont passés également, 2 jeunes qui sont passés par le camp. Grâce au camp, ils ont pu obtenir des bourses sport-études, ils sont aux États-Unis. Pour le ministre des Sports et Loisirs, David Cabré, patron de la cérémonie, cette initiative mérite d'être encouragée vu son impact sur l'évolution du basketball burkinabé. Nous pensons que c'est un projet qui est très important pour la relève et qui est très important pour le développement du basketball dans notre pays. Et donc nous avons décidé de soutenir l'initiateur du projet et l'encourager. Pour Franck Ouedraogo, meilleur basketteur de cette 10e édition, la bataille a été rude, mais l'espoir de la réalisation de son rêve est en cours de concrétisation. En une semaine, j'ai appris à travailler mes dribbles, mes crosses et mon jeu.
mon jeu aérien plutôt. Les entraînements étaient vraiment sévères, mais on s'est accroché et puis ça allait. J'aimerais bien jouer à la NBA comme tout sportif pratiquant le basket. Après cette clôture, les regards sont tournés vers le championnat national où beaucoup de basketteurs de ce camp comptent intégrer. Parlons des résultats partiels de l'élection présidentielle qui a eu lieu mercredi dernier en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra, candidat indépendant, devance largement ses rivaux d'après les nouveaux suffrages décomptés pour l'ensemble du pays et de l'étranger. Les résultats provisoires et partiels portent sur environ 25% des électeurs inscrits au total dans le pays selon Julius Ngwade Bada, rapporteur général de l'autorité nationale des élections. Après la décapitation du cheikh chiite saoudien Nism Bark al-Nism, décapité avec 46 personnes condamnées à mort en Arabie Saoudite, c'est au tour de son neveu Ali Mohamed al-Nism. Il a été même arrêté en février 2012 alors qu'il était encore mineur pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement, mais aussi pour attaque à l'encontre des forces de sécurité, possession d'une mitrailleuse et vol à main armée. Selon le châtiment qui lui est réservé, une décapitation qui sera suivie d'une crucifixion en place publique. Son père Mohamed al-Nism a exprimé hier son souhait de voir bientôt renaître un nouveau mouvement de protestation pacifique dans son pays comme en 2011. À la suite de l'exécution du cheikh Nism Bark al-Nism, on note une montée de la colère en Iran voisin où des manifestants ont mis le feu à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, 3 janvier 2016, la première réaction du guide suprême iranien l'Ayatollah Khamenei ne s'est pas fait attendre. Il considère que le sang de ce martyr versé injustement portera ses fruits et la main divine le vengera des dirigeants saoudiens. Burundi, au moins une personne a été tuée et une dizaine d'autres blessées par l'explosion de grenades dans plusieurs incidents distincts à Bujumbura dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit des premiers incidents depuis les attaques contre 3 camps militaires le 11 décembre qui avaient fait au total 87 morts selon un bilan officiel. Rappelons que les violences ont déjà fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 personnes à quitter le pays selon l'ONU. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis depuis Bujumbura et partout ailleurs en Afrique grâce au satellite Eutelsat 16A, excellente suite de nos programmes sur www.burkinainfo.com.